Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Épisode qui va porter sur deux sujets en même temps. Deux sujets qui sont, pour le premier, l'histoire, je dirais, des comportements et une histoire de type un peu microscopique, puisqu'il va s'agir de l'histoire de la limonade parisienne et d'autre part, sur précisément les bistrots parisiens et leur généalogie. Ce voyage entre ces deux thèmes, nous allons le faire avec Sofian Bouchfira. Sofian, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous venez de soutenir une thèse en histoire qui s'intitule « Les sources aveyronaises de la limonade parisienne ». Il y a un sous-titre, « Une sociologie historique d'une forme sociale et entrepreneuriale ». Alors, à mes yeux, ce sujet a deux intérêts. Un intérêt presque, je dirais, de légende. C'est-à-dire qu'il y a une légende des bistrots parisiens, il y a une légende des bougnats. Et les bougnats sont en réalité beaucoup plus souvent, non pas des Auvergnats comme le pense un vain peuple, mais plutôt des Nord-Aveyronais ou des Sud-Cantaliens ou des Sud-Lozériens. Vous me corrigez si je me trompe, parce que moi, j'ai sous les yeux votre thèse qui, je ne sais pas si vous l'avez pesée. Non, mais enfin, c'est assez lourd, je la transporte de temps en temps. Je pense qu'à mon avis, on est près du kilo et demi. Et donc, ces Auvergnats de Paris font l'objet d'une légende dont une partie est vérifiée par vos soins et une partie ne l'est pas. Non, votre introduction est très bonne, excellente. Il m'a fallu commencer par là, par déconstruire la légende. Le problème que j'avais quand j'étais au collège à Espalion, c'était qu'on nous servait le plus souvent la légende. Espalion dans l'Aveyron. Espalion dans l'Aveyron, Nord-Aveyron, le collège Immaculée Conception à Espalion. Mais en fait, c'était limité. On pouvait imaginer qu'à Paris, il y avait beaucoup plus que ça, beaucoup plus que la légende. La légende étant, si on la cite brièvement, ce sont des gens pauvres qui sont montés avec de la paille dans les sabots et qui ont réussi à conquérir les plus belles places du commerce parisien. Ça suppose une chose que tout Aveyronnais à Paris réussit. Ça suppose que dès que l'on quitte l'Aveyron pour Paris, on réussit. Et vous voyez bien qu'on arrive là à certaines limites. Et pour approcher la vérité, approcher la compréhension de mécanismes sociaux et historiques, il fallait aller ouvrir les archives. Et les Aveyronnais, les Aveyronnaises, les Cantaliens et les Lozériens avaient de nombreuses archives chez eux. Alors ça a été votre travail et en fait, vous êtes le premier à avoir utilisé, à avoir consulté un certain nombre d'archives qui étaient des archives privées. Il n'y a pas de raison que ces archives soient des archives publiques, mais elles n'avaient pas été exploitées jusqu'à présent. Effectivement, alors j'ai soutenu cette thèse, comme vous l'avez dit, le 19 décembre dernier, et j'avais dans mon jury des sociologues, des historiennes, et les historiennes ont trouvé leur bonheur, si je puis dire, Judith Reinhorn, Anne-Sophie Bruno et Isabelle Pacouche, dans cette traque de l'archive qui s'est établie sur un terrain bilocalisé, Paris et l'Aveyron, même parfois un peu de Cantal. J'en profite pour remercier le conseil départemental de l'Aveyron qui a financé cette thèse et qui m'a donné toute liberté et toutes les ressources nécessaires pour aboutir et soutenir. Mais comme vous le dites, voilà, on me parlait. Vous dites que je suis le premier, pas tout à fait. Je me suis intéressé à ce qui se passait dans les années 50 avec, disons, trois chercheurs clés. Roger Béteille, oui, premier. Le géographe, disons, qui a fait une thèse, lui, dans les années 60-70 sur la diaspora aveyronnaise. Jean-Luc Chodkiewicz, qui, lui, a travaillé en ethnologue dans les bougnats parisiens dans les années 70 avec le CNRS et la RCP Aubrac. Et enfin, Françoise Raison-Jourde, l'historienne qui nous a quittés l'année dernière, qui, elle, a travaillé sur la colonie auvergnate au XIXe siècle. Donc, vous voyez que j'avais des pistes, mais pas tout à fait mon bonheur. Et donc, il fallait se remettre au travail, au métier, à l'enquête et à la traque des traces laissées par ces entrepreneurs et entrepreneurs au XXe siècle.
Et donc l'enquête, c'est ce qui m'a fait aller chez les gens. Un premier contact en appelant un autre, un café dans une cuisine appelant un numéro de téléphone, une maison trouvant une autre maison, un village trouvant un autre village. J'avais pour ce faire ma maman qui me prêtait sa voiture, une Peugeot 107 grise, magnifique, pour voyager en Aveyron, de Bozoul à Espalion, en passant par Mur de Barès et Sainte-Geneviève-sur-Argence. Et donc, voilà, ça a été un travail de 3-4 ans sur cette base-là de la traque des... Attendez, vous dites une Peugeot pour voyager dans le nord de l'Aveyron. Ça veut dire que les archives étaient dans les villages d'où étaient originaires ou d'où sont originaires les tenanciers des bistrots des parisiens. Oui, et les acteurs aussi. Disons que ces contacts que j'avais, ces acteurs qui étaient revenus une fois, acteurs parisiens, revenus à la retraite dans leur village, c'était de manière privilégiée dans leur maison aveyronnaise qu'ils me recevaient. J'ai rencontré des gens à Paris aussi, fait des entretiens, puisque cette thèse est aussi basée sur une quarantaine d'entretiens. Mais disons que j'avais plus de confort à retrouver ces gens en Aveyron, puisque c'était le territoire que je connaissais le mieux. Et donc, on avait une base commune pour discuter. L'Aveyron, Espalion, le collège de l'Immaculée Conception, Bozoul, que sais-je encore, la transhumance, des choses communes. Et donc, c'était plus facile pour moi d'évoquer tout cela sur la base du territoire aveyronnais plutôt qu'à Paris, où parfois, voilà, on est aussi en relation sur cette base de l'Aveyron, du territoire, mais voilà, je trouvais ça plus facile pour moi. Disons surtout que je m'adressais à ces générations de gens nés dans les années 30, 40, donc qui étaient aussi âgés. J'ai interrogé une dame qui est décédée aussi, qui était née en 1924, 1922 même. Elle m'a reçu chez elle, au Nérac, au village du Nérac. C'était formidable. Aussi dans le nord de l'Aveyron. Formidable. Et elle avait quoi comme affaire à Paris ? Elle, c'est une dame qui est partie avec son mari à la fin des années 50, qui est arrivée un petit peu en banlieue et qui ensuite est arrivée dans le sud de Paris, 13e, 14e arrondissement. Et elle m'expliquait comment elle transforme le café tabac le café charbon, en limonade. Cette transformation des commerces, de la qualité, de l'esthétique des commerces aussi. Le charbon, ça ne sert à rien d'avoir une salle de dépôt de charbon. On installe des tables et on compte avec les tables. Une affaire avec tant de tables, on peut espérer faire tant de chiffres d'affaires journaliers. Avec la tireuse à bière, il n'y avait pas de tireuse à bière. On installe la tireuse à bière. Ça fait de l'investissement, ça fait une transformation commerciale de Paris qui débute dans ces années-là et que moi je suis tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, si vous voulez bien, revenons en arrière et revenons plus précisément à la légende, disons à la légende. Oui. Donc la légende telle que moi je l'ai entendue, c'est que à la suite du phylloxéra au XIXe siècle, aux environs d'à peu près 1880, quelque chose de ce genre, les Aveyronnais sont obligés de s'exiler parce qu'une grande partie du nord de l'Aveyron, en tout cas, une grande partie du nord de l'Aveyron tient sa très relative prospérité de la vente du vin. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, on boit beaucoup de vin, du vin pas très, qui titre pas très fort, mais on boit jusqu'à 5 ou 6 litres par jour parce que ça accompagne des travaux qui sont des travaux manuels, fatigants, etc. Donc, le phylloxéra détruit la vigne. Les Aveyronnais sont des familles nombreuses parce qu'ils sont catholiques. L'aîné conserve les terres, même si le code civil suppose qu'il y ait des partages, et donc les autres doivent bien aller quelque part. Et ils vont plutôt à Paris. Quelques-uns vont vers Montpellier, Toulouse, d'autres, il y en a même qui vont à San Francisco, mais et quelques-uns qui vont en Argentine, à Pigüé, mais l'essentiel vont à Paris. Alors là, à partir de là, on raconte que donc ils vont à Paris, et à Paris, ils font le travail que font tous les immigrés, c'est-à-dire le travail pénible, qui porte l'eau dans les étages, puis après ils portent le bois et le charbon, et à partir de là, ils font ce que votre interlocutrice du Nérac vous a dit qu'elle faisait, c'est-à-dire elle commence à mettre le charbon hors de vue et à installer à la place. Quelle est la partie de cette histoire qui est vraie? Quelle est celle qui est arrangée? Quelle est celle qui manque? Ce récit, disons qu'il est utile. Il est utile parce qu'il donne un ordonnancement aux choses, à l'histoire de ce collectif, disons. Et ce récit, il est créé, il est écrit, il est entretenu par ce qu'on appelle des entrepreneurs de collectif. Des gens qui ont intérêt, qui favorisent ce sentiment de co-appartenance territoriale à Paris. On peut citer le plus connu d'entre eux, qui est Louis Bonnet, le fondateur de l'Auvergnat de Paris,
Mais Journal disons de Paris, que qui est c'était un mensuel, non, c'était un c'était hebdomadaire. un hebdomadaire, oui. Oui. Hebdomadaire fondé en 1884, donc dans une période aussi de la République où tout un tas de choses se formalisent, notamment la loi sur les syndicats, mais j'y reviendrai très probablement. Et donc, moi, j'avais ce récit aussi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé à partir des plus anciennes associations de co-originaires de l'Aveyron à Paris. Et là, Ce qu'on appelle les ce amicales. qu'on appelle les amicales, les associations. Mais là, on est avant la loi de 1901. On est dans les années 1880. Et à la Société des Lettres de l'Aveyron, je tombe sur un premier annuaire où finalement ce sont beaucoup de notables. Il y a tous les notables de la région qui sont capables de vivre sur une double géographie, Aveyron et Paris. Et notamment dans cet annuaire, la Société l'Aveyron, un statut déposé autorisé par la préfecture de police, tout est fait pour entretenir de la coappartenance, de la sociabilité urbaine sur la base d'une coappartenance rurale. Et là, je retrouve tous les élus de la République de l'Aveyron qui sont à Paris, mais aussi de riches négociants. Et ces mêmes riches négociants, derrière, ils vont favoriser l'arrivée du clergé rouergat à Paris. Et le clergé rouergat à Paris, dans les années 1880, envoie en mission 2 religieuses pour justement traiter et aider les migrants. Donc, on voit bien qu'on n'est pas là dans des choses individuelles. On est beaucoup plus dans du collectif. Le phylloxéra qui arrive, la famille qui fait que... On est dans des choses qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus ténues aussi. Une de mes premières questions, c'était comment on monte à Paris ? Comment on monte à Paris à la fin du 19e siècle ? Comment on monte à Paris en 2017 ? À Paris en 2017, on retrouve les mêmes structures d'accueil de logement. C'est l'immeuble Loustal des Aveyronnais dans le 12e arrondissement. Donc, des choses se sont transformées, mais se conservent sur la même base. Et ensuite, à propos des métiers, donc on disait que c'était beaucoup de petits métiers, de forçats, de métiers du commerce. Il faut rappeler que les co-originaires de l'Aveyron étaient nombreux aussi dans le métier de cocher de fiacre, qui était en fait une porte d'entrée pour mieux connaître Paris, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui avaient le mieux réussi économiquement, passaient ensuite au débit de boissons de tabac. C'est une période aussi où il fallait où l'ouverture d'un débit de boissons était très ouverte. Oui. Après la Première Guerre mondiale, ça va se durcir dans les années 30, avec la loi de 1941, une loi vichiste qui fait qu'on ne peut plus créer de licence 4, donc on ne peut plus vendre de l'alcool comme on le faisait auparavant. Et aussi, je reviendrai sur cette fin du 19e siècle, cette jonction du 19e et 20e siècle. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de co-originaires de l'Aveyron et de l'Auvergne, plus généralement, dans le négoce de vin dont vous parliez. Ils sont à la Halle-au-Vin à Bercy, ils sont à la Halle-au-Vin de Jussieu, ils sont au hall central du négoce de Fourme de l'Aïole, de tout un tas de choses. Donc, ils ne font pas seulement du débit de charbon, ils font aussi de l'hôtel. Et le point d'entrée qui m'a permis aussi de découvrir ça, ce sont les syndicats. J'ai un co-originaire de Saint-Chély-d'Aubrac qui s'appelle François Garde, né en 1862, qui fonde le syndicat des charbonniers. Et qui ensuite, derrière, crée des sociétés d'achat en gros. Donc on voit que ce ne sont pas seulement des parcours individuels. S'il fait ça, c'est parce qu'il a les moyens de connaître tout un tas de gens autour de lui. Alors, pour être sûr que je vous ai bien compris, phylloxéra, émigration vers Paris, là on est d'accord. Mais cette émigration, elle est d'une certaine manière préparée et encadrée, d'une part par les notables politiques et bourgeois, et d'autre part par le clergé. C'est-à-dire que, alors, pourquoi est-ce que cet encadrement est-il mis en place ? Est-ce que c'est par crainte que la ville ne corrompe une population qui vit? Il faut rappeler que l'Aveyron, encore aujourd'hui, mais encore plus à cette époque, est un département très enclavé, qui correspond presque terme à terme à l'ancienne province du Rouergue, donc il y a une cohérence, oui, et qui est extrêmement catholique si on accepte le sud et la région de Millau. Est-ce que c'est cette crainte d'une espèce de dépérissement moral de la population qui amène à cet encadrement? Et est-ce que, au fond, est-ce qu'il y a, comme souvent dans l'organisation religieuse, est-ce qu'il y a à la fois un encadrement moral et en même temps un service rendu? Une fois qu'on est parti à Paris, une fois qu'on est monté à Paris, les liens ne sont pas coupés.
C'est un jeune officier militaire qui soutient une thèse de droit à Montpellier en 1909 et qui lui décrit les nombreux échanges de la ville d'Espalion avec Paris. Des vêtements qui descendent de Paris l'hiver, aux fêtes de Noël, et des cochonailles qui montent à Paris. Les échanges postaux sont nombreux. Il estime que la ville de Paris compte au moins entre 500 et 1000 originaires d'Espalion. Et donc, pour le clergé a bien compris que l'Aveyron se prolongeait à Paris. C'est la thèse de Roger Béteille aussi, de dire que l'espace humain rouergat est beaucoup plus large que les frontières de l'ancien Rouergue. On crée de l'Aveyron à Paris. Et derrière, ça crée de l'Aveyron en Aveyron. Puisque quand on revient en Aveyron, avec ce récit-là, ce sentiment-là de réussite à Paris, etc., ça favorise aussi un département. On voit à la jonction des 19e et 20e siècles de nombreuses amicales éclore. Là aussi, ça permet aux villages, aux cantons, aux paroisses de se conserver. Parce que ce ne sont pas, quand je disais, vous parliez des villages, des familles, de ce qui amène sur les routes de la migration, il faut bien voir que c'est aussi pour moi dire que ce sont des collectifs aveyronnais, villages ou familles, qui ont réussi à refuser un destin qui leur échappait à ce moment-là. Vous parliez du phylloxéra, d'un tas de crises. Et donc Paris devenait à ce moment-là un espace ressources. On va aller puiser à Paris, dans cet espace urbain, les ressources qui nous manquent pour assurer notre avenir. Donc on va envoyer des cadets, on va envoyer des jeunes filles aussi, on va favoriser de l'embauche, de l'apprentissage. Et après, on va revenir pour conserver l'Oustal, pour conserver le petit bout de fer, ou même l'agrandir si on réussit vraiment. Donc, c'est cette forme de refus initial qui pousse les gens sur les routes, qui pousse les gens à monter sur Paris, une appétence pour Paris. Et de ce point de vue-là, c'est une réussite, puisque ça continue encore aujourd'hui. Il n'y a pas de Paris repoussoir. Dans d'autres régions de France, étudiées dans la période contemporaine, certains jeunes ruraux se disent « Paris, jamais de la vie ». L'Aveyron, ça existe aussi, mais l'Aveyron, on peut s'y projeter. Et s'y projeter avec 150 ans d'histoire derrière. Mais... Oui, ça veut dire que donc 150 ans, vous venez de le rappeler, 150 ans après ce début de la migration, on peut encore aujourd'hui observer les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que si un garçon qui a fini ses études, je parle de ses études primaires, qui a 16 ans passés, s'il veut trouver du travail, il monte à Paris, il en trouve. S'il veut trouver un logement, il monte à Paris, il en trouve, ou ça aussi c'est une légende, mais celle-là contemporaine? Non, c'est simplement que c'est moins mécanique que ça. Il faut voir aussi quelles sont ses ressources initiales. Il y a des disparités entre villages, des villages qui ont été plus fortement interconnectés avec Paris que d'autres. Il y a des familles qui se sont plus installées, qui ont été plus marquantes dans certains villages. Mais disons qu'il y a tout un tissu associatif, il y a aussi un tissu d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc à partir du moment où un contact en appelle un autre, oui, ce jeune garçon ou cette jeune fille pourra trouver sa place à Paris, sa voie à Paris, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a un entrepreneuriat dynamique dans cette forme sociale que j'ai appelée, cette forme sociale collective aveyronnaise. Un entrepreneuriat aussi divers que si on prend dans les années 50. Évidemment, on montait à Paris pour la limonade, le charbon, l'hôtel, mais également pour les PTT, pour des emplois de fonctionnaires. Et certains ont eu de très belles carrières. Si on regarde l'amicalisme aveyronnais de cette époque-là, nous avons par exemple Robert Lez, qui est le fondateur de la Fédération nationale des amicales aveyronnaises, qui lui est un magistrat, voilà, mais qui est toujours... Il y a même Paul Ramadier aussi, on peut citer, qui a été un porte-étendard de oui, cela. Qui lui est d'ailleurs une figure un peu particulière dans la représentation politique de l'Aveyron, parce qu'il est socialiste. En fait, Oui. c'est dans l'Aveyron une anomalie, si j'ose dire, qui est de Decazeville, c'est-à-dire les mines, le charbon, avec toute une population d'ailleurs qui n'est pas du tout d'origine aveyronnaise, qui est d'origine polonaise ou qui est d'origine italienne, qui vient s'installer là et qui vote à gauche, qui vote tantôt radical et tantôt un peu plus à gauche, tantôt socialiste, et donc et Ramadier en sera le député. Mais je reviens à deux points ou deux événements que vous avez mentionnés.
le train Bonnet, enfin, vous n'avez pas parlé du train Bonnet, d'ailleurs, vous avez parlé de Louis Bonnet et de la fondation de l'Auvergnat Mmh. de Paris, mais il existe un train Bonnet dont vous allez nous dire en quoi il consiste, et puis les amicales. Commençons par le train Bonnet. À quel moment ça se passe et de quoi s'agit-il? Alors le train Monet, c'est vrai que moi j'ai peu travaillé là-dessus parce que, ça fait partie de ces activités, sociales, très denses, sur la base de la co-appartenance à l'Auvergne, à la Grande Auvergne disons. Mais, disons que c'était des tarifs préférentiels, sur, une intense, activité de lobbying, pourrait-on dire, de Louis Bonnet, afin de favoriser les déplacements, de Paris vers l'Auvergne, vers Saint-Flour et ensuite, des bus, amenaient, les enfants. Mais là aussi, la continuité des échanges, voilà, la continuité des espaces et la continuité des échanges. Et moi, là où j'ai trouvé ma joie, je digresse un peu des trains Bonnet, mais dans la preuve de cette continuité des échanges, ça a été la mise en nourrice. La mise en nourrice des enfants. On voit dans les recensements de population des grands-parents avec leurs petits-enfants nés à Paris, ou même parfois des grands-parents nés à Paris avec leurs petits-enfants. Des sauts générationnels comme ça, et des sauts dans l'espace. Paris-Aveyron, grands-parents, petits-enfants. Ça marche aussi avec neveux et nièces, oncles et tantes, etc. Mais on voit des villages aveyronnais de 470 habitants, et même des hameaux d'une dizaine d'habitants, remplis de petits Parisiens. Et de petits Parisiens qui sont en train de se fabriquer en tant qu'Aveyronnais. Certains restent plus ou moins longtemps. Certains, ce sont quelques années, d'autres à 10, 13 ans. Là où les amicales produisent de l'Aveyron à Paris, à travers des annuaires et des imprimés qui expliquent d'où l'on vient, ce phénomène de la mise en nourrice aussi a produit a maintenu les liens. Oui, alors, Mais, pour en finir avec le train Bonnet, il y a un moment donné quand même où le train Bonnet se spécialise enfin, ajoute à son activité habituelle de lobbying pour obtenir des prix pour les Aveyronnais pour retourner, et les Cantaliens d'ailleurs, pour rentrer chez eux, mais l'organisation de transport d'enfants au moment des vacances, oui, bien sûr. qui permet là aussi de Bien sûr. maintenir un lien avec la famille restée au pays. Quant au phénomène de nourrice dont vous venez de parler, on voit bien que certains des parents, même un nombre important de parents, dont le travail est extrêmement fatigant et accaparant et prend une très grande partie de la journée, préfèrent confier leur progéniture à leurs propres parents, et que souvent, en tout cas moi j'en ai rencontré, évidemment, Mm. contrairement à vous, j'ai pas fait une étude systématique ni un comptage, mais que souvent les enfants restent dans l'Aveyron jusqu'au certificat d'études. Oui, Parce que, voilà, ils sont soutenus, tenus, et que, en plus, les parents sont rassurés pour leur moralité de les savoir dans le nord de l'Aveyron plutôt qu'à Paris, dans l'Aveyron où les distractions inconvenantes sont rares. Étaient rares, peut-être ça s'est amélioré. Donc on a là quelques-uns des canaux de ce maintien du lien entre la population émigrée à Paris et la population restée au oui. pays. Mais il y en a un autre dont vous avez prononcé le nom à plusieurs reprises, qui sont les amicales. Alors, les amicales sont nombreuses, et qu'est-ce qu'elles font? Et quel rôle vont-elles jouer dans le lien entre le pays et l'immigration? Alors, je vous disais, la personnalité de François Garde, cet originaire de Saint-Chély-d'Aubrac, lui, il ne se contente pas de fonder un syndicat des petits charbonniers, il fonde également l'amicale de Saint-Chély-d'Aubrac. Donc là, on a déjà eu une interrogation. Qui des sociabilités urbaines sur la base de l'Aveyron ou des sociabilités sur la base professionnelle était là avant? C'est le syndicat, c'est la professionnalisation qui amène. Voilà, donc c'était une interrogation qui m'a longtemps accompagné. Et donc, à travers le cas de François Garde, je vois bien que les deux se mettent en corrélation. Que le fait de se connaître sur la base de l'interconnaissance régionale, villageoise, communale, familiale aussi parfois, ça sert finalement un marché, des fonds de commerce, un marché du charbon, de la limonade, de la bière et du vin. Puisque là, on reste sur le débit de boisson, on n'est pas encore dans le café-restaurant à cette époque-là. Et donc, les amicales jouent ce rôle-là. Par exemple, j'ai cité aussi Jean-Luc Chodkiewicz. Jean-Luc, dans les années 60-70, il se rend dans des banquets d'amicales et il décrit les relations d'affaires avec la hiérarchie sociale au sein des amicales, avec les entrepreneurs qui ont le mieux réussi, avec les présidents de syndicats. Et donc, tous ces gens, avec leurs ressources, rendent des services.
place, font de la passation de fonds de commerce, trouvent des solutions, trouvent des emplois, etc. Et le banquet de l'amicale, qui est un moment, la quintessence de rassemblement annuel, permet de se voir, d'être vu, de se rencontrer et de maintenir l'interconnaissance, de faire circuler de l'information. Tout ça, c'est très bien décrit par Jean-Luc Chodkiewicz. Et ces amicales, dans le cas véronais, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai essayé de faire une comparaison avec les Bretons et je ne trouve pas le même niveau de granularité. C'est-à-dire que il y a plus d'une centaine d'amicales, d'associations, loi 1901, amicales aveyronaises à Paris, dans l'entre-deux-guerres. Et je ne trouve pas ni ce chiffre pour d'autres régions, ni ce niveau de granularité, c'est-à-dire sur la commune, sur la paroisse parfois, sur le canton, dans les autres régions. C'est souvent les Bretons de Saint-Denis, les originaires du Finistère ou autres, mais l'amicale des enfants d'Espalion, l'amicale des enfants de Saint-Gervais, quand on voit Saint-Gervais, le petit coin que c'est, ça n'existe pas. Donc, il faut bien voir pourquoi ça existe et à quoi ça sert et comment ça naît, etc. Et on voit bien qu'on est sur un modèle différent des associations amicales des années 1880 avec tous les sénateurs et tous les riches, notamment le sénateur Casimir Mérand. Voilà, on est dans autre chose. Et on est dans autre chose à un moment aussi où le contexte légal du commerce de boissons à Paris évolue et se transforme. Alors, c'est un point qu'à mon avis, on peut aborder maintenant. Comment ce cadre de ce type de commerce va être utilisé par cette population qui a commencé à mettre un pied dans la limonade, si j'ose dire. L'image n'est pas très réussie. Mais... Alors, il y avait beaucoup plus évidemment, le nombre de débits de boissons a chuté drastiquement au XXe siècle. Ça, on le voit avec notamment dans les années 60-70 la disparition de ce que l'on appelait les limonades pures pour la transformation vers des cafés-restaurants avec des nouvelles formes de restauration, le fast-food. Alors attendez, limonade pure, qu'est-ce que c'est ? La limonade pure, c'est un débit de boisson pur qui ne sert pas à manger. Peut-être un petit casse-croûte, éventuellement un sandwich ou autre, mais qui n'a pas de cuisine, qui n'a pas d'équipement technique pour proposer un plat du jour ou autre. Donc, vous veniez le matin, c'était café calva au comptoir, un énorme percolateur ou plus tard la machine à expresso. On vous faisait une omelette ou un sandwich, mais c'était la patronne derrière le bar qui vous faisait ça. Il y avait par exemple dans les années 50 un bar, un débit de boisson aux Halles, rue Quincampoix, qui s'appelait Au Diable Bleu et qui était à la fois débit de boisson et loueur de diable. Il faut s'imaginer les diables devant le restaurant, avec un tel qui prenait le diable numéro 6, qui allait au Halles, le Fort des Halles qui prenait le diable numéro 6, qui allait au Fort des Halles faire son travail et qui le ramenait en fin de journée. Et si le diable n'était pas rapporté, toutes les Halles savaient qu'il manquait un diable à Madame Bess au Diable Bleu. Et donc, il était vite retrouvé généralement. Là aussi, on avait une petite communauté où l'interconnaissance jouait à plein. Mais pour revenir à l'entrée des co-originaires de l'Aveyron dans le marché de la limonade et du débit de boisson, je corrèle ça avec l'opportunité professionnelle économique qui existe à la jonction des 19e et 20e siècles. Dans les statistiques du ministère de la Prévoyance et du Travail, en 1901, les co-originaires de l'Aveyron sont les plus nombreux dans le secteur du restaurant, hôtel et des habitants. Ils sont 4400 contre 2700 cantaliens. Ils sont là parce que c'est un commerce qu'ils connaissent, le vin, le charbon. Je l'ai dit, il y a des négociants et des grossistes qui sont aussi présents aux Halles. Et cela, finalement, ça favorise des systèmes de crédit. Et le crédit dans une activité comme celle-ci, le crédit et l'information, c'est clé, puisque la tenue d'une affaire au début du siècle comme aujourd'hui, ça dépend énormément de la capacité du limonadier à gérer tout un éventail de problématiques, de la clientèle à l'approvisionnement, à la législation. Aussi, c'est un travail avec une amplitude horaire
énorme. Je ne parle même pas des halles là où c'était un travail de nuit. Et donc, pour tout ça, il fallait être sûr des candidats à la gestion d'un débit de boisson pour éviter les faillites. Une faillite dans un débit de boisson, c'est la fin de l'écoulement de la production de vin ou de bière. Et ça, c'est pas possible. Il faut que le marché continue. Il faut que le marché continue. Il faut que ça débite. Alors, ce que je vous propose, Sofian, c'est que nous interrompions notre conversation pour la reprendre à partir de ce qui reste aujourd'hui de ce dont nous avons parlé, de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire aussi bien l'amicalisme que le type de fonctionnement, de financement de l'activité, et puis qu'est-ce qui reste de cette activité qui est la limonade, ou qui était la limonade, et qu'on appelle aujourd'hui plus facilement, je crois, la bistrotaille. Qu'en reste-t-il? Je vous propose que ce soit la seconde partie de notre conversation.